Le 15 mars 1944, quartier général du renseignement naval japonais, unité de communication d'Ota, Japon. Le commandant Atsuzo Kurihara fixait la transmission interceptée, sa troisième tasse de thé amer refroidissant sur son bureau. Depuis 18 heures, lui et son équipe des meilleurs cryptanalystes japonais tentaient de déchiffrer ce qui semblait être des communications tactiques du corps des Marines américains lors de l'opération des îles Marshall. Les sons qui sortaient de leurs récepteurs défiaient toutes les techniques d'analyse de leur arsenal. Bessetti, Da, Dicard. Ce n'étaient pas des bruits aléatoires. Le schéma suggérait une communication militaire structurée, un timing qui précédait les attaques américaines, une durée cohérente avec des ordres opérationnels, une utilisation des fréquences correspondant au protocole du corps des marines. Pourtant, la langue elle-même restait impénétrable, différente de tout ce qu'ils possédaient dans leurs dossiers exhaustifs sur les systèmes de communication alliés. Kurihara commandait l'une des opérations de renseignement sur les signaux les plus sophistiqués au monde. L'installation d'Ota, située à 30 km de Tokyo, employait 500 personnes, exploitant 118 récepteurs radio et 20 radiogoniomètres. Ces cryptanalystes avaient réussi à briser le trafic diplomatique américain, les communications navales britanniques et de multiples codes de l'armée. Ils avaient pénétré le code Purple du département d'État avant Pearl Harbor, fournissant au Japon des renseignements cruciaux pendant les premières années de la guerre. Pourtant, ces transmissions des Marines représentaient un échec cryptographique complet. 3 ans après le début de la guerre, après avoir brisé des douzaines de codes alliés, les meilleurs esprits du Japon ne pouvaient pas déchiffrer ne serait-ce que les schémas de base de ces mystérieuses communications. Ce que Kurihara ne savait pas, ce qu'aucun officier du renseignement japonais ne comprendrait avant la fin de la guerre, c'est qu'il écoutait le seul code inviolé de l'histoire militaire moderne. L'histoire ne commence pas dans le Pacifique, mais dans le sud-ouest américain, où pendant des siècles le peuple navajo avait préservé une langue différente de toute autre sur Terre. Diné-Bizaad, la langue navajo, appartient à la famille des langues athabascanes avec environ 170 000 locuteurs en 1940, confinés presque entièrement à la réserve de 70 000 km² s'étendant sur l'Arizona, le Nouveau-Mexique, l'Utah et le Colorado. Les caractéristiques linguistiques qui allaient confondre les décrypteurs japonais avaient évolué pendant des millénaires. Le navajo est fondamentalement centré sur le verbe, avec des actions décrites par des combinaisons de préfixes complexes qui peuvent se compter par millions. La langue emploie 4 tons distincts, haut, bas, montant et descendant, qui altèrent complètement le sens des mots. Une légère erreur de prononciation ne change pas seulement un mot. Elle peut rendre une phrase entière incompréhensible. La phonologie comprend des sons absents du japonais, de l'anglais et de la plupart des langues du monde, des occlusives éjectives où l'air explose en utilisant la glotte, une fricative latérale sourde qui ressemble au vent à travers les dents, des sonorantes glottalisées et des voyelles nasalisées. Pour des locuteurs japonais entraînés dans une langue qui ne compte que 5 voyelles, entendre correctement ces phonèmes était pratiquement impossible. Philip Johnston comprenait le potentiel militaire de cette forteresse linguistique. Né en 1892 de parents missionnaires protestants sur la réserve navajo, Johnston grandit en parlant couramment le navajo, l'un des moins de 30 non-navajos dans le monde, pouvant en dire autant. À 9 ans, il traduisait les sermons de son père. À 15 ans, il avait voyagé à Washington pour traduire pour des dirigeants navajos rencontrant le président Theodore Roosevelt. En décembre 1941, alors que l'Amérique était encore sous le choc de Pearl Harbor, Johnston lut des articles sur des unités de l'armée utilisant des locuteurs comanches lors d'exercices d'entraînement en Louisiane. Les Choctaw avaient servi pendant la Première Guerre mondiale, mais ces efforts étaient improvisés et limités. Johnston envisagea quelque chose de révolutionnaire, un code militaire formel basé sur le navajo qui serait à la fois inviolable et pratique pour la guerre moderne. Le 28 février 1942, Johnston présenta sa proposition au major général Clayton Vogel au camp Elliott près de San Diego. La démonstration fut remarquable. 4 navajos de Los Angeles transmirent des messages tandis que des officiers des Marines les chronométraient par rapport aux procédures standards.
Les locuteurs navajos achevèrent la transmission en 20 secondes contre 30 minutes pour la machine à chiffrer M209. Le général Vogel autorisa un programme pilote. Le 4 mai 1942, 29 recrues navajos prêtèrent serment à Fort Wingate, au Nouveau-Mexique. Ces hommes, parmi lesquels Chester Ney, Carl Gorman, Lloyd Oliver et John Benally, venaient de toute la réserve. Certains avaient fréquenté des pensionnats où parler navajo était interdit et puni. D'autres étaient des éleveurs de moutons traditionnels qui quittaient rarement leurs terres ancestrales. Au camp Elliott, ils travaillèrent dans un bâtiment fermé à clé et gardé pendant 8 semaines, créant un code militaire au sein de leur langue maternelle. La tâche était monumentale. Développer une terminologie pour des concepts qui n'existaient pas en navajo, créer un système d'alphabet, assurer la mémorisation et l'extensibilité. Ils construisirent le code par la logique culturelle. Un sous-marin devint bachelot, poisson de fer, nageant sous la surface. Un cuirassé était l'otso, baleine, la plus grande créature de l'océan. Les avions de chasse étaient dahetihi, colibri, filant dans les airs. Les bombardiers étaient jaisho, bus, tournoyant, avant de descendre. L'alphabet nécessita une créativité particulière. Chaque lettre avait besoin de plusieurs mots navajo pour éviter l'analyse fréquentielle. La lettre A, la plus courante en anglais, reçut 3 alternatives. Wallachi, Belasana, Tsenil. Les codeurs alternaient aléatoirement entre les options, détruisant toute tendance. Ils développèrent 211 termes initiaux, mémorisant tout parfaitement. Aucun livre de code ne pouvait risquer d'être capturé. Chester Ney se souvint « Nous nous exercions sans fin. Une erreur pouvait coûter des vies. Dans notre culture, les mots ont du pouvoir. Parler correctement était sacré. » Le premier test du code eut lieu à Guadalcanal en août 1942. 15 codeurs débarquèrent avec la première division des Marines. Les Japonais s'attendaient à l'invasion, ayant déchiffré d'autres communications alliées. Mais soudain, les messages tactiques des Marines devinrent incompréhensibles. Au quartier général de la 8e flotte japonaise à Rabaul, les officiers du renseignement s'efforçaient de comprendre ces transmissions. Le lieutenant Kazuo Yamada, formé à Stanford avant la guerre, rapporta « Les sons sont structurés comme un langage, avec des schémas cohérents, mais cela ne correspond à rien, ni anglais, ni français, ni néerlandais, ni espagnol, ni dialecte philippin, ni dialecte chinois. Complètement alien. » La réponse japonaise fut systématique. Ils affectèrent leurs meilleurs cryptanalystes, enregistrèrent des centaines d'heures sur cylindres de cire, appliquèrent toutes les techniques analytiques. Ils consultèrent des linguistes universitaires, même des moines bouddhistes qui étudiaient les langues anciennes. Rien ne fonctionna. Le 8 novembre 1942, le codeur Chester Ney transmit des coordonnées d'artillerie qui détruisirent un nid de mitrailleuses japonais. La transmission de 14 secondes fut interceptée, mais resta un bruit dénué de sens pour les opérateurs japonais. En quelques minutes, les obus américains tombèrent précisément sur la cible. Le colonel Haruo Konuma, officier de renseignement de la 17e armée, écrivit « Les Américains ont déployé un code qui défait toutes nos tentatives. Nous ne pouvons plus anticiper les attaques. Nous combattons aveugles. » Joe Kieyumiya, un soldat navajo capturé à Bataan en avril 1942, devint le meilleur espoir du Japon pour briser le code. Bien que parlant couramment le navajo, il n'avait aucune connaissance du code militaire en cours de développement. Lorsque les cryptographes japonais commencèrent à intercepter les transmissions navajo, ils amenèrent Kieyumiya au centre d'interrogatoire d'Ota. Ils lui passèrent des enregistrements des codeurs. Kieyumiya entendit des mots navajo, mais dans des combinaisons dénuées de sens. La tortue attaque le poisson de fer. Le colibri porte des œufs. Comme il ne pouvait pas traduire, les interrogateurs l'accusèrent de mentir. La torture s'intensifia systématiquement pendant des mois. Torture par l'eau, passages à tabac, suspension par les bras pendant des heures. Pendant l'hiver 1943, ils le forcèrent à se tenir nu dans la neige jusqu'à ce que ses pieds gèlent au sol. Ils l'affamèrent jusqu'à 40 kilos, offrant de la nourriture en échange de traduction.
À travers tout cela, Kiyomiya ne pouvait que répéter la vérité. Il comprenait les mots, mais pas leur sens militaire. Un rapport du renseignement japonais de mai 1943 documenta leur frustration. Le prisonnier semble natif de la langue mystère, mais ne peut comprendre les messages. Évaluation. Soit une résistance extraordinaire, soit l'ennemi utilise un code spécialisé au sein de la langue maternelle, nécessitant un entraînement spécifique. La seconde évaluation était correcte. Même des locuteurs navajo natifs ne pouvaient pas comprendre sans formation. Kiyomiya survécut à 3 ans et demi de captivité. Son incapacité à aider convainquit les services de renseignement japonais qu'ils étaient confrontés à quelque chose de sans précédent. Fin 1943, ils abandonnèrent largement les tentatives de décoder les transmissions navajo. Le succès à Guadalcanal entraîna une expansion immédiate. Le major général Alexander Van de Grift écrivit « Les communicateurs navajo se sont révélés inestimables. Leurs transmissions sont plus rapides que n'importe quel dispositif de codage et absolument sûres. » Une école formelle de codeurs fut ouverte au camp Pendleton, traitant des classes toutes les 8 semaines. À la fin de la guerre, entre 375 et 420 Marines Navajo avaient servi comme codeurs dans les 6 divisions des Marines. L'entraînement était différent de tout ce qui existait dans l'histoire du corps des Marines. Les recrues s'exerçaient dans des cabines insonorisées, tandis que les instructeurs introduisaient des bruits de champs de bataille. Ils transmettaient en portant des masques à gaz, tout en courant jusqu'à l'épuisement. Thomas Begay, qui s'engagea à 15 ans, décrivit « Ils nous ont poussés au-delà du possible. Des vies dépendaient de notre précision. » Le code évolua continuellement. Les nouvelles technologies nécessitaient un nouveau vocabulaire. La bombe atomique devint Hayashi, œuf de métal. Les pilotes kamikazes étaient NEHT, vent de la mort. Chaque ajout était logique pour les locuteurs navajo, mais incompréhensible pour les étrangers. À la mi-1943, les services de renseignement japonais consacrèrent des ressources substantielles à briser le code. La 4e section de la marine impériale affecta 30 cryptanalystes exclusivement à ces transmissions. Le capitaine Yoshiro Tanaka essaya des approches innovantes, analyse musicale pour les schémas tonaux, comparaison avec des enregistrements amérindiens, consultation de spécialistes ayant étudié en Amérique. Ils développèrent des équipements d'enregistrement spéciaux pour ralentir les transmissions sans déformer la hauteur. Ils créèrent des représentations sonores visuelles à l'aide d'oscilloscopes. Ils appliquèrent une analyse statistique aux fréquences et schémas sonores. Le lieutenant-commandeur Masao Yamada révéla plus tard qu'ils identifièrent certains schémas, des indicatifs d'appel probable, une corrélation entre la longueur du message et la complexité de l'opération, mais sans comprendre les mots, cela fournissait une valeur minime. Les forces japonaises reçurent l'ordre de capturer vivant le personnel de communication des Marines. Des récompenses de 10 000 yens, l'équivalent de 10 ans de salaire, furent offertes pour l'équipement ou les documents des codeurs. Il y eut plusieurs cas d'approche, mais aucun codeur ne fut jamais capturé avec son équipement intact. La campagne du Pacifique central démontra l'importance stratégique des codeurs. À Tarawa, en novembre 1943, 6 codeurs maintinrent les communications pendant 76 heures de combat brutal. Lloyd Oliver transmit continuellement pendant 48 heures, coordonnant les tirs navals malgré des bombardements constants. Pendant la campagne des Mariannes, 24 codeurs opérèrent 24 heures sur 24 à Saipan. Le lieutenant-commandeur Takeshi Hirakawa avait déchiffré les communications conventionnelles pour anticiper l'invasion, mais une fois les Marines débarqués, les renseignements tactiques disparurent. Le colonel Takeshi Saito nota « Les commandants se sentaient abandonnés sans les renseignements dont ils dépendaient. » À Peleliu, le codeur Jimmy King transmit pendant 6 heures lors d'une contre-attaque après que son équipier eut été tué. Il coordonna l'artillerie de 3 bataillons, envoyant 40 messages sans erreur sous le feu direct. La bataille d'Iwo Jima représenta la plus grande contribution des codeurs. Le major Howard Connor coordonna tout l'assaut initial par le code Navajo. 6 codeurs travaillant en équipe maintinrent une communication continue pendant les 48 premières heures critiques de l'invasion. Le général Tadamichi Kuribayashi s'était préparé pendant 2 ans, construisant une forteresse souterraine avec 18 km de tunnels. Son plan défensif
reposait sur l'interception des communications américaines pour déclencher des contre-attaques. Ce plan échoua complètement. En 48 heures, les 6 codeurs envoyèrent et reçurent plus de 800 messages sans erreur. Ils coordonnèrent le débarquement de 30 000 Marines, les tirs navals de 100 navires, l'appui aérien rapproché, les positions ennemies, les évacuations médicales, les fournitures et les ordres tactiques, le tout sous le feu constant. Le major Connor témoigna plus tard « Sans les Navajos, les Marines n'auraient jamais pris Iwo Jima ». Le colonel Shigeto Hayashi rapporta à Kuribayashi que les codes américains restaient inviolables. Les demandes d'artillerie achevées en 20 secondes via le Navajo auraient pris 30 minutes de manière conventionnelle. La différence entre détruire des positions et les perdre. À Okinawa, 35 codeurs coordonnèrent le plus grand assaut du Pacifique, 183 000 soldats pendant 82 jours. Les forces japonaises tentèrent du brouillage et de l'imitation vocale, mais ne purent reproduire les qualités tonales du Navajo. Les tentatives du lieutenant Hiroshi Miyamoto d'imiter le Navajo sonnaient, selon le codeur Alfred Newman, comme quelqu'un qui glougloute en essayant de parler. Le 14 août 1945, le codeur Teddy Draper transmit le message le plus significatif de la guerre. Na hina ayene bitsandi adoni. Capitulation japonaise. Le message passa par le Navajo avant les canaux conventionnels, une fin appropriée pour la guerre des codeurs. Après la guerre, les interrogateurs américains découvrirent l'ampleur des efforts japonais et leur échec complet. Le lieutenant-général Seizo Arizue, chef du renseignement japonais, admit « Nous n'avons jamais brisé le code des Marines. Nous avons brisé les codes de l'armée, de l'air, le trafic diplomatique, mais le code tactique des Marines était complètement sûr. » Le capitaine Yasuji Kawamoto fut précis. « Nous avons enregistré des milliers de transmissions. Nos meilleurs linguistes les ont étudiées pendant 3 ans. Rien n'a fonctionné. C'était notre plus grand échec cryptanalytique. » En 1944, des analystes avaient noté des schémas tonaux suggérant des langues amérindiennes. Ils demandèrent l'aide de l'Allemagne, mais les difficultés de guerre et l'ignorance allemande empêchèrent toute percée. Le colonel Masao Yamada admit « L'incapacité à lire les communications des Marines a coûté des milliers de vies. Chaque opération des Marines après 1942 était un mystère jusqu'à son début. » Le major Hiroshi Tanaka, qui survécut à Iwo Jima, décrivit l'impact psychologique. Nous ne pouvions pas comprendre leurs mots. Cela nous faisait nous sentir primitifs, vaincus avant même que la bataille ne commence. La fin de la guerre ne mit pas fin au fardeau des codeurs. Le programme resta classifié pour une éventuelle utilisation pendant la guerre froide. Les codeurs rentrèrent chez eux sans pouvoir discuter de leur service avec quiconque. Ils retournèrent dans des États qui leur refusaient le droit de vote jusqu'en 1948 au Nouveau-Mexique et en Arizona, en 1957 en Utah. Les hôtels et restaurants leur refusèrent le service. C'étaient des héros qui ne pouvaient révéler leur héroïsme. Chester Ney, le dernier des 29 originels décédés en 2014, écrivit « Nous étions des guerriers qui ont aidé à gagner la guerre, mais nous ne pouvions le dire à personne. Le fardeau était lourd. » Beaucoup trouvèrent la guérison par les cérémonies traditionnelles. La cérémonie Enemy Way purifiait les guerriers de la contamination spirituelle de la guerre. Danaki expliqua « Nous avions utilisé notre langue pour diriger la mort. Nous en avions besoin pour la guérison. Les cérémonies nous rappelaient que notre langue était sacrée. » En 1968, le programme fut déclassifié. La première reconnaissance vint en 1969 lors d'une réunion de la 4e division des Marines. Le président Reagan déclara le 14 août 1982 Journée nationale des codeurs Navajo. La reconnaissance la plus significative eut lieu le 26 juillet 2001 lorsque le président Bush remit les médailles d'or du Congrès aux 29 originels dans la rotonde du Capitole. Seuls 5 originels survécurent pour y assister. Bush déclara « Aujourd'hui, nous honorons 29 Amérindiens qui ont rendu à leur pays un service que seuls eux pouvaient rendre. » Chester Ney répondit « Nous étions des hommes ordinaires à qui l'on a confié une tâche extraordinaire.
Nous avons utilisé notre langue sacrée pour aider à gagner la guerre. Bien que les Navajos soient les plus célèbres, 14 autres tribus fournirent des codeurs. Les Choctaw furent les pionniers du concept pendant la Première Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 17 codeurs comanches servirent en Europe, débarquant le jour J. Les Hopi, Cherokee, Lakota et d'autres contribuèrent avec leur langue. La loi de 2008 sur la reconnaissance des codeurs reconnut toutes les tribus. John Brown Jr. observa « Ils nous disaient que notre langue ne valait rien. Puis ils en ont eu besoin pour gagner la guerre. » Le code démontra la sophistication des langues amérindiennes. Les codeurs modernisèrent le navajo en temps réel, créant des constructions grammaticales et adaptant des métaphores à des fins militaires. La nature agglutinante permettait d'exprimer des idées complexes en un seul mot. Ce qui nécessitait des paragraphes en anglais devenait de brèves phrases en navajo. Le docteur William Morgan nota « Ils ont prouvé que les langues indigènes ne sont pas primitives. Ils ont montré que le navajo pouvait exprimer n'importe quoi, des cérémonies à la guerre. » Le code navajo introduisit la notion de sécurité par barrière linguistique culturelle qu'aucune mathématique ne pouvait surmonter. Cela influença les opérations de renseignement d'après-guerre. Le concept reste pertinent alors que l'informatique quantique menace le chiffrement mathématique. Le colonel David Hatch évalua « Ils ont réalisé quelque chose d'unique, un code jamais brisé, jamais compromis. Cela a prouvé que la capacité linguistique humaine pouvait dépasser le chiffrement mécanique. » Dans les années 1980, les chercheurs japonais examinèrent leur échec. Le professeur Tetsuo Yoshikawa révéla que 30 cryptanalystes avaient travaillé exclusivement sur ces transmissions pendant 2 ans, consultant plusieurs universités. Le capitaine Minoru Yamada révéla « Nous savions qu'il s'agissait d'une langue amérindienne fin 1943, mais nous n'avons pas pu identifier laquelle. » Le lieutenant-commandeur Shigeru Fukumoto admit « Utiliser une langue maternelle était si simple, si élégant, que nous n'y avions jamais pensé. » Dans les années 1990, le photographe Kenji Kawano documenta les survivants codeurs. Ses expositions à Tokyo et Hiroshima présentèrent l'histoire au public japonais. Le codeur Albert Smith dit au public japonais « Nous étions tous des guerriers. Ma langue a aidé à vous vaincre, mais maintenant elle nous aide à nous comprendre. » En 2010, le symposium de l'Association japonaise d'études de renseignement présenta l'amiral Hiroaki Abe. Le code Navajo représente le chiffrement parfait. Nous avions les meilleurs décrypteurs d'Asie et nous avons été complètement vaincus. Chester Ney, le dernier des 29 originels, mourut le 4 juin 2014. Aujourd'hui, seuls 2 codeurs survivent sur les quelques 400 qui ont servi. Thomas H. Bugay et Peter MacDonald, pas des 29 originels mais cruciaux pour le succès opérationnel du code. Peter MacDonald continue de prendre la parole à 96 ans. Nous avons montré que la force de l'Amérique vient de sa diversité. Nos différentes langues et cultures nous rendent plus forts. La langue navajo, autrefois réprimée, est désormais reconnue comme stratégiquement importante. Les financements fédéraux font référence à l'histoire des codeurs. Les jeunes Amérindiens étudient les langues ancestrales avec une nouvelle fierté. Le docteur Jennifer Dennett-Dale observa « Les codeurs ont transformé la façon dont les Amérindiens se voient eux-mêmes et dont l'Amérique voit les Amérindiens. Ils ont prouvé que nos langues ne sont pas des pièces de musée, mais des ressources vivantes. » Les codeurs navajos réalisèrent l'exploit le plus remarquable de l'histoire militaire. Créer un code inviolable qui défia les services de renseignement japonais tout au long de la Seconde Guerre mondiale. Entre 375 et 420 Marines Navajos servirent, transmettant des dizaines de milliers de messages sans erreur dans des conditions de combat. La signification profonde réside dans ce qu'ils représentaient. Des Amérindiens utilisèrent leur langue maternelle que le gouvernement avait tenté d'éradiquer pour défendre cette nation. De jeunes hommes issus de communautés marginalisées fournirent des capacités que les alliés sophistiqués ne pouvaient égaler. L'échec japonais ne fut pas seulement une défaite tactique, mais un aveuglement fondamental. Ils s'étaient préparés à la technologie et aux codes américains, pas à la diversité américaine, aux langues et cultures auxquelles ils ne pouvaient accéder. L'Empire proclamant la supériorité raciale fut vaincu en partie par cette diversité.
L'admission du lieutenant-général Harisu, selon laquelle le Japon n'a jamais craqué le code utilisé par les Marines, reconnaît la difficulté d'affronter un adversaire dont la force provenait de sources incompréhensibles. Les codeurs incarnaient une Amérique que l'idéologie japonaise ne pouvait accommoder. Ils prouvèrent que la plus grande force de l'Amérique n'était pas sa capacité industrielle, mais sa diversité humaine. La variété linguistique devint un avantage stratégique. La langue navajo que les pensionnats avaient tenté d'éliminer devint la clé de la victoire dans le Pacifique. Aujourd'hui, alors que les derniers codeurs entrent dans l'histoire, leur héritage perdure. La langue autrefois interdite est enseignée avec fierté. Les vétérans amérindiens sont reconnus pour avoir servi au taux per capita les plus élevés. La diversité renforçant la sécurité est une doctrine acceptée. Les voix qui parlaient navajo sur les champs de bataille du Pacifique portaient un message transcendant. La force de l'Amérique vient de multiples voix, de peuples, de langues unies dans un but, mais renforcées par leurs différences. Le code inviolé prouve que les différences ne sont pas des faiblesses, mais des forces à célébrer, préserver et déployer pour la liberté. Les officiers du renseignement japonais qui échouèrent comprirent le mieux l'ampleur. Leur défaite reconnut une vérité dépassant la guerre. Certains codes sont inviolables, non par complexité mathématique, mais par la complexité infinie des cultures humaines elles-mêmes. Les codeurs envoyèrent des messages que le Japon ne décoda jamais. Mais leur plus grand message était universel. La diversité apporte la force, la culture apporte le pouvoir, le savoir indigène sert des fins modernes. De jeunes hommes navajos utilisant une langue sacrée comme arme, puis instrument de paix, prouvèrent à jamais que le plus grand chiffrement de l'Amérique est la diversité elle-même, inviolable car elle émerge de l'expérience et de la sagesse humaine sans limite. Le code inviolé reste inviolé, vivant dans chaque enfant indigène qui parle la langue ancestrale avec fierté, dans chaque reconnaissance que les contributions des minorités renforcent l'identité, dans chaque compréhension que les différences nous rendent plus forts ensemble. Les codeurs prouvèrent que nos différences sont des forces à célébrer. La preuve éternelle que de multiples voix, peuples et langues, unis mais divers, créent le code inviolable de la liberté elle-même.